Si vous aimez les univers tordus à la Lovecraft, les expériences interdites et les films d'horreur cultes des années 80, Oh oui, j'adore ça. alors ce qui arrive va vous retourner le cerveau. Parce que avant Stranger Things, avant les portails dimensionnels et les monstres invisibles qui cassent les couilles de la ville Dawkins, un film avait déjà exploré l'idée qu'un simple appareil pouvait ouvrir une fenêtre sur un autre monde, un monde parallèle, qui réagit à nos pulsions les plus profondes. Et aujourd'hui on parle du film Les Portes de l'au-delà. Et croyez-moi, même si ce film c'est un peu de la merde, je suis sûr à 100% qu'après cette vidéo, vous aurez envie de le regarder quand même. Les Portes de l'au-delà, c'est sorti en 1986 et ça marque le retour du duo de Stuart Gordon et de Brian Yuzna. Ils étaient déjà responsables du culte Reanimator dont on parlera dans une future vidéo. Si, je vous assure, parce qu'on adore les chats morts-vivants. Et Les Portes de l'au-delà, c'est un film d'horreur qui mélange l'horreur cosmique, la science-fiction des années 80, le body horror, avec une incarnation, une dimension psychologique autour de la dépendance et de l'érotisme et du désir sexuel. Bon, c'est bon. Bon, dégage ça! Aujourd'hui, vous pouvez le trouver en VOD assez facilement. Moi, je l'ai regardé sur Amazon Prime Video. Allez, toujours sans spoil, un mini synopsis en version jaquette. Dans le grenier de sa propriété, tiens non, un grenier pour un film d'horreur, pas très original. Le docteur Pretorius, c'est un énorme cochon, il se livre à des expériences et à des recherches sur l'au-delà, et pas que. Et il est aidé par son assistant Tillinghast qu'on va retrouver tout le long du film. Donc Pretorius, grâce à un système sophistiqué, le résonateur, il parvient à pénétrer dans la dimension de l'au-delà. Et lors du contact, les créatures de l'autre monde l'attaquent. Tillinghast est alors accusé de meurtre sur son patron, et il se retrouve dans un asile psychiatrique. C'est là où il fera deux rencontres, le docteur Roberta Bloch, qui croit pas trop à son histoire mais qui prend en charge son traitement, et la fameuse, la magnifique, la sulfureuse, docteur Catherine McMichaels, qui meurt d'envie d'aller voir si Tillinghast dit la vérité ou non. Alors le film est directement inspiré d'une courte nouvelle de Lovecraft, et l'actrice principale n'est autre que la magnifique Barbara Crampton. On la retrouve également dans Reanimator, qui est sorti un tout petit peu avant. D'ailleurs, c'est une véritable figure du cinéma d'horreur des années 80, on la retrouve dans un paquet de films. Il y a un acteur qui est assez marquant, si vous avez l'œil, c'est Ken Foree, parce qu'on le retrouve également dans Zombie de George A. Romero. Mais alors là, dans ce film, qu'est-ce qui joue mal dans... Alors à l'origine, le film était beaucoup plus sexuel et violent, mais la Motion Picture Association of America, c'est l'équivalent du ministère de la Culture en France, a forcé l'équipe à couper plusieurs scènes. Et ben moi, ça me rend bien triste parce que la Barbara, je l'aurais bien... Mais il y a eu une version restaurée sortie en 2007 qui a priori récupère une partie du matériel perdu. Ouf. Bon, les effets spéciaux sont un mélange de latex, d'animatronique et de matière organique créée à la main, et c'est vraiment bien fait. Certains disent que From Beyond est l'un des films les plus visuellement humides de l'époque, et le film, quand il est sorti au cinéma, eh ben il n'a pas marché du tout. Mais c'est quand même devenu un film culte aujourd'hui, notamment grâce à Barbara. Non, c'est pas vrai, c'est plutôt grâce aux fans de Lovecraft et de Reanimator. Et là, spoiler alert, je vais vous raconter l'histoire du film et mon analyse symbolique de tout ça. Le film il commence avec deux scientifiques, comme je l'ai dit, le docteur Pretorius et Crawford Tillinghast, qui construisent la machine, le résonateur, une invention qui est capable de stimuler la glande pinéale, une petite glande dans le cerveau qui est liée à la perception, au rêve et symboliquement au désir sexuel. Bon, quand la machine s'allume, il y a une vibration et ça ouvre le monde invisible qui existe autour de nous, mais qu'on peut percevoir uniquement avec la glande pinéale activée. C'est là que le film devient passionnant, si, je vous assure, parce qu'en fait, c'est quoi ce gros délire avec la glande pinéale? Non mais arrêtez, vous aussi vous y pensez, non? Ça ressemble à une et en plus, ça existe vraiment la glande pinéale. Bon, heureusement, ça ressemble pas à une mais plutôt à ça. C'est-à-dire un morceau de cerveau, quoi. On dit qu'elle sert de troisième œil, de vision mystique, du rêve, du plaisir et même de certaines expériences sexuelles. Et dans le film, l'activation de cette glande ouvre un espace où les pulsions deviennent visibles. Et là, c'est une allégorie qui est très simple, hein. Si on stimule le désir, on ouvre un portail vers l'irrationnel et ce portail peut vite nous dévorer. Bon ouais, ils sont un peu rabat-joie, on va pas se mentir. Et le scientifique Pretorius, qui est mort au début du film, est devenu un monstre qui représente le lâcher-prise total, de façon BDSM ou pratique extrême. Et le résonateur, lui, c'est comme une machine de plaisir. On y plonge, on en veut plus, on dépasse les limites, et on finit par se perdre. Et ça incarne l'idée que le plaisir sans limite devient la monstruosité. Je vous ai déjà dit qu'ils étaient rabat-joie. Mais quand c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Recommencer. Après la première exposition au résonateur, les personnages veulent y retourner. Ils ressentent le manque, ils tremblent, ils sont attirés malgré eux et la machine les transforme physiquement. Et je trouve que c'est une vraie métaphore de la drogue, de l'addiction, de la dépendance, et on y voit très clairement certains personnages plongés et d'autres qui s'en battent pour se libérer.
Donc ce film il montre une frontière assez fine entre la curiosité scientifique, le désir de ressentir plus, la perte totale de contrôle, et on peut facilement passer de l'autre côté, soit par excitation, soit par peur, soit par dépendance. Et chaque passage nous modifie, visage déformé, corps qui s'étire, pinéal qui sort du front. Bon, après il y avait le mot pin dedans, et allez, on valide, on pouvait s'y en douter. Maintenant, place aux notes, et au niveau des effets spéciaux, je mettrais un 3,5 ou 4 sur 5. C'est relativement bien fait, mais c'est pas homogène du tout. Tiens, ça par exemple. J'arrive. Le monstre, lui, bon, je lui mettrais un 3, 3,5 sur 5. Il est dérangeant, il est grotesque, mais il y a quelque chose de très prévisible du fait qu'il s'incarne toujours au même endroit. Le scénario, il est simple et efficace, je lui mettrais un 3,5 sur 5, mais franchement, ils se sont pas foulés plus que ça. Il lui manque ce petit truc puissant. Et au niveau de l'ambiance, je mettrais un bon 4 sur 5. Il y a une musique synthé typique des années 80, on ressent la tension, l'oppression, on se sent piégé dans un petit cauchemar humide. Un cauchemar ou un rêve parce qu'il y a la sublime Barbara. Et moi, Barbara, je trouve que... Et finalement, je lui mettrais une note générale de 3,5 sur 5. Le film, il est simple, mais il est plutôt efficace. J'aime beaucoup la colorimétrie magenta et bleu. J'aime beaucoup le personnage de Barbara. Après, le scénario n'est vraiment pas très développé, mais quand on y réfléchit un petit peu, il y a quand même des symboliques assez sympas. Avant de terminer cette vidéo, je voulais te dire que je viens de créer cette chaîne dans le but d'analyser, de décortiquer et de reprendre les vieux films d'horreur des années 80. Et si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en partageant cette vidéo. Et tu peux t'abonner dès maintenant et je t'enverrai un mini résonateur qui incarnera Barbara dans ta maison.